L'association Forum, qui regroupe les associations d'histoire et patrimoine du vignoble, a lancé une enquête dans le but de recenser les pressoirs Lonfut. Les pressoirs à l'enfût sont des pressoirs à levier. Depuis l'Antiquité, on utilisait ce système de levier pour écraser les raisins, bien sûr, mais aussi les olives, les noix, enfin tout ce qu'il y avait à écraser, quoi. Les dattes. Bon, on trouve encore aujourd'hui dans les sites romains on trouve plus les pressoirs parce qu'ils ont disparu, mais on trouve les installations qui étaient à l'origine, quoi. Donc, essentiellement, il s'agit d'un levier, une grosse pièce de chêne sur laquelle on va exercer une force et le levier va démultiplier la force qu'on exerce. Ici, dans le pressoir, c'est donc une vis en bois qui permet d'exercer cette force sur le levier. Mais ça peut être, on trouve des treuils, on trouve différentes solutions, quoi, hein. Ils ont fonctionné, ce système-là, avec différentes formes, quoi, a fonctionné donc, comme je le disais, depuis l'Antiquité, et ça va s'arrêter entre les deux guerres à peu près, puisque ça va être remplacé à ce moment-là par des pressoirs plus efficaces, des pressoirs à vis verticale et à clavette. On a décidé de faire cette enquête parce qu'on s'apercevait que les pressoirs disparaissaient les uns après les autres, souvent, quelquefois d'ailleurs, par manque de précaution. Quand on les met sur les bords des routes ou sur les ronds-points, ce sont des pressoirs qui sont vite condamnés par les intempéries. Donc on commençait à se dire qu'il fallait maintenant prendre des précautions pour conserver les derniers modèles qui pouvaient exister. Donc on avait besoin de voir clair, de savoir combien il en restait, combien étaient encore récupérables et quels étaient les plus intéressants, quoi. Et comment s'est déroulée cette enquête? Comment est-ce que vous avez procédé? Eh bien, cette enquête s'est bien procédée parce que l'association l'association Forum qui a lancé cette opération est donc un regroupement d'associations de communes. Donc on avait des représentants dans plusieurs communes, quoi. Donc ça a été assez facile, en fait, grâce à cette association, grâce au réseau d'associations qu'elle fédère, de pouvoir réaliser cette enquête, parce qu'il fallait s'appuyer sur des gens connaissant bien leur commune ou leur canton, de manière à recenser ces pressoirs. Je crois que grâce à cette enquête, vous avez appris plein de choses. Oui, on a appris alors plein de choses. D'abord, sur l'enquête, on a trouvé une quarantaine de pressoirs, 41, on est rendu très exactement. On a trouvé des très beaux spécimens, notamment celui le plus important et le plus ancien sans doute, c'est celui du château de Rochefort à la Foissière. On a trouvé, un peu fortuitement, des objets connexes, c'est-à-dire des pressoirs à vis verticales, un tracteur, donc des objets très intéressants pour l'histoire de la vigne. Et en même temps, on s'est aperçu qu'il fallait reviser nos idées sur l'histoire de l'évolution des pressoirs. On était convaincus que les pressoirs à vis verticales qui ont remplacé les pressoirs Lonfut sont apparus entre les deux guerres. En fait, on a trouvé un pressoir à vis verticale avec un brevet de 1844. Donc les pressoirs à vis verticales étaient beaucoup plus anciens qu'on le croyait. Mais les premiers pressoirs à vis verticales n'étaient pas suffisamment compétitifs pour détrôner les pressoirs Lonfut. Et il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que des nouveaux pressoirs à vis verticales, dits pressoirs à clavette, ont pu concurrencer et venir en compétition avec les pressoirs Lonfut et les détrôner. Alors là, le grand remplacement des pressoirs Lonfut par les pressoirs à vis s'est opéré entre les deux guerres, entre la guerre de 14 et la guerre de 39-45. Mais quelques installations de pressoirs à vis sont arrivées avant la guerre de 14, au début du XXe siècle, quoi. Et puis les derniers, on peut dire que les derniers pressoirs en Lonfut vraiment en activité ont disparu dans les années 1950. Il y en a toujours un qui fonctionne. Alors en même temps, c'est un peu marginal, hein.
c'est pas un vrai viticulteur, quoi. Il s'agit d'un monsieur très âgé, qui a un petit clos de vigne, et puis qui avait hérité, sans doute, c'était dans sa famille, je pense, de ce pressoir, et donc qui a continué, bien qu'il n'était pas viticulteur, à utiliser son pressoir et à presser le raisin de sa petite vigne, quoi. Voilà. Rendez-vous donc chez Michel Maury, au lieu-dit Le Baguenot, à la pierre percée de la chapelle Basse-Mer. Première interrogation, depuis combien de temps connaissez-vous ce pressoir? Depuis ma naissance. Et que vous rappelez-vous de cette période? À partir de 10 ans, je l'ai vu marcher. À partir de 15 ans, j'ai monté sur le raisin pour l'écraser, parce qu'on faisait tout au pied. Et pour quelle raison fallait-il l'écraser au pied? Parce qu'il n'y a pas de moulin. On le faisait à l'ancienne, autrement il faut un moulin à vendange. Ou dans les portoirs, quand on le pilait, mais après on montait dans le pressoir. Puis se tenir à la bord en haut, là. Méthode traditionnelle, utilisée depuis la nuit des temps, qui rappelle des souvenirs à notre viticulteur occasionnel. Ah bah sûrement. Les souvenirs de jeunesse. Et que ressentez-vous de voir ce pressoir toujours fonctionner? Ah ben bien. On reste toujours jeune à faire les vendanges. C'est surtout ça. On vieillit moins vite. Il me semble que ce pressoir appartient à votre famille depuis toujours. Ah ben je crois, moi. Après, avant, je ne sais pas. Ah ben, ma mère l'a connu toujours. Le pressoir était utilisé pour presser le raisin, bien entendu, mais pas seulement. Il était également utile à presser bien d'autres fruits, comme les pommes, pour faire le cidre. Technique un peu différente que le pressage du raisin. Mais on passait les pommes dans un moulin à pommes. Après on mettait ça là. On faisait comme pour faire un C de raisin, une couche de pommes, une couche de paille. Pour quelle raison une couche de pommes, une couche de paille? Interrogation sur cette technique particulière qui respecte la logique. Parce que les pommes, ils s'écartent. Le noix, c'est pareil. Parce que comme il n'y a pas de cage, il n'y aurait pas de passage de vin de chaque côté. Mais comment se passait une journée de vendange à cette époque? On est 6 à 8 vendangeurs. Et puis on vendange jusqu'à 10 heures. À 10 heures, on vient manger une brioche, prendre un verre et puis on retourne. Puis on finit avant vers 1 heure. Puis après, on prend le temps de rire. C'est un moment de détente. Rire, convivialité et plaisir du travail, tel est le leitmotiv de notre viticulteur d'un temps. Viticulteur d'un temps, comme bien d'autres, car beaucoup possédaient un pressoir, pas seulement les viticulteurs. On n'était pas viticulteur, mais comme tout le monde avait des vignes. Il y a même des particuliers qui sont venus faire du vin dedans, autrefois, puisque le facteur, tout ça, avait un peu de vigne. Tout le monde avait sa vigne. Aujourd'hui, les pressoirs sont essentiellement utilisés par les personnes de métier. Ce temps jadis vous manque-t-il? Non, c'est l'évolution. Ça ne me manque pas. Pas pour moi, parce que je continue. Justement, vous continuez, mais pour quelle raison? Pour un plaisir. Le plaisir de le faire. Et puis après, il faut recommencer à le faire. Si nous parlions de votre pressoir, comment fonctionne-t-il? Il me semble que vous faites un premier passage, puis un second le lendemain. Des fois 3. C'est bon, c'est suivant la grosseur. Et pour quelle raison?
Ça dépend. S'il y a deux barriques, il est plus gros, il faut comme faut toujours le raccourcir de chaque côté là, pour remettre dessus. Là comme ça. Et maintenant, on va enlever ça. Nouvelle interrogation, lorsque Michel Morille commence à cisailler le raisin. Technique effectuée après la deuxième voire troisième pression, lorsque le raisin est très compact, dû à la force engendrée par le pressoir. Ah oui, parce que là, il ne se brasse pas. Alors, comme, je veux dire, à l'écraser, il s'écarte. Il viendrait toucher là. Et puis, il n'y aurait plus de passage de courant de vin. Alors, il faut en couper une largeur, tout le tour. Mais je mesure à peu près que ça soit. Puis on remet ça dessus. Puis on recommence à le presser. Le deuxième, voire le troisième passage s'effectue de la même manière que le premier, dans le but de récupérer le maximum de jus de raisin pour en faire un nectar très apprécié, le vin. Michel Morille perpétue une tradition ancestrale, véritable mémoire du temps passé, qui, espérons-le, pourra encore perdurer longtemps pour que celle-ci ne tombe pas dans l'oubli. Alors, cette enquête n'est pas terminée, hein. On est maintenant... la phase d'enquête de recherche des pressoirs, elle est pratiquement terminée, mais maintenant on est en recherche dans les archives pour compléter l'histoire de ces pressoirs et de l'évolution des pressoirs dans le vignoble, quoi. Alors, revenons un petit peu à celui qui fonctionne toujours. Donc ça insinue quand même que tout le monde pouvait avoir son pressoir chez soi, quoi. Mais il y en avait beaucoup, hein, il y en avait beaucoup. Alors tout le monde. Je pense qu'au Moyen-Âge, c'était l'inverse. C'était simplement les grands féodaux qui possédaient les pressoirs et les viticulteurs étaient obligés de venir presser leurs raisins dans les pressoirs du seigneur, quoi. Bon, mais ça va se démocratiser et sûrement qu'au XIXe siècle, il y avait beaucoup de pressoirs. Chaque vigneron avait son pressoir, quoi. Ou presque tous les vignerons avaient leur pressoir. Résultat de cette enquête, avec des recherches complémentaires, une brochure sera disponible au printemps. Des moyens de protection pour les principaux pressoirs Lonfus seront mis en place et une réflexion sur la possibilité de l'association Forum d'intervenir par rapport au patrimoine en lien avec la labellisation du pays d'art et d'histoire.